Les marchés ouvrent dans 8 heures. Et cette nuit, personne ne dort vraiment. Pas les traders, pas les gérants de fonds, pas les banquiers centraux, parce que ce qui s'est passé cette semaine ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu depuis des décennies. Il y a des semaines qui changent la configuration des marchés pour des mois. Cette semaine-là, c'était cette semaine. Et avant que les marchés rouvrent ce soir, je veux vous montrer 4 séries de données. Pas des opinions, des données vérifiables. La différence entre comprendre ce qui se passe et simplement réagir au titre, c'est exactement ça. Commençons par les métaux précieux, parce que c'est là que le signal le plus discret se cache. Vendredi soir, l'argent métal cotait autour de 84 $ l'once sur les marchés occidentaux. L'or terminait aux alentours de 5100 $ l'once. Ces deux chiffres semblent stables en surface. Ils ne le sont pas. Derrière ces prix de clôture, il y a une réalité que les chiffres seuls ne capturent pas. Les inventaires du COMEX enregistrent des sorties nettes depuis 9 semaines consécutives. 9 semaines de flux sortant continu. Ce n'est pas un mouvement aléatoire, c'est une direction. Le métal physique quitte les coffres occidentaux, et les données indiquent qu'il prend la direction de l'Est. Un écart s'est également creusé entre le prix spot de l'argent sur les marchés occidentaux et ce que les acheteurs à Shanghai péandent pour le métal livrable immédiatement. Les marchés papier disent une chose, le marché physique dit autre chose. Quand ces deux prix divergent de façon persistante et croissante, c'est en général le métal physique qui reflète la réalité fondamentale. Il y a une documentation complète sur ces flux pour ceux qui veulent approfondir. La recherche financière couvre les données d'inventaire, les positions institutionnelles et la ligne du temps complète des mouvements de métal depuis 12 mois. Le lien est dans la description. Mais d'abord, je veux vous montrer le mécanisme central que la plupart des analyses passent sous silence. Ce mouvement de métal physique ne se produit pas dans un vide. Il se produit dans un contexte géopolitique et économique précis. Et comprendre ce contexte change complètement la lecture des données. Le 28 février 2026, les forces américaines et israéliennes ont lancé des frappes coordonnées sur l'Iran, ce que les états-majors ont appelé Opération Epic Fury. Les objectifs déclarés incluaient les capacités nucléaires et les infrastructures militaires iraniennes. Ce n'était pas un scénario hypothétique, c'était réel. L'Iran a répliqué dans les heures suivantes, avec des missiles et des drones. Le détroit d'Ormuz a été déclaré fermé par Téhéran. Le trafic de pétrolier s'est quasiment arrêté. Le brut américain a clôturé vendredi à plus de 90 $ le baril, une hausse de 36% en une seule semaine. La dernière fois que les marchés pétroliers ont bougé d'une telle amplitude, c'était en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais la situation actuelle est structurellement différente, plus dangereuse pour les approvisionnements mondiaux. Le détroit d'Ormuz représente 20% de la consommation pétrolière mondiale. L'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, tous leurs exports pétroliers passent par ce couloir. Depuis le début du conflit, des navires ont été touchés dans les eaux du Golfe. Les compagnies d'assurance maritime ont commencé à refuser de couvrir le transit. Sans assurance, les armateurs ne risquent pas leurs navires. Ce n'est pas une théorie de scénario catastrophe. C'est la mécanique concrète de ce qui est en train de se passer. Ce que vous observez depuis 7 jours, c'est un choc d'offres. Pas une simple volatilité. Une rupture dans la chaîne d'approvisionnement physique. Voici ce que je dois vous dire honnêtement sur la limite de ce format vidéo. Les données que je viens de présenter sont des données stables. Elles tiennent dans le temps. Mais il y a d'autres données qui changent chaque jour. Les inventaires COMEX mis à jour chaque soir, les positions des grandes banques sur les futurs, les flux de capitaux entre les grandes bourses. Ces données ne peuvent pas vivre dans une vidéo. Quand vous la regardez, les chiffres ont déjà changé. C'est pour ça qu'ils sont documentés séparément dans un format mis à jour quand les nombres évoluent. Pour ceux qui veulent suivre ces mouvements en temps réel, c'est dans la description. Mais revenons au mécanisme. Parce que c'est là que se trouve la vraie compréhension. Les chocs d'offres pétroliers ne se résolvent pas en quelques jours. L'histoire le confirme. En 1973, l'embargo arabe a duré 5 mois. En 1979, la révolution iranienne a perturbé les marchés pendant 2 ans. Ces précédents ne sont pas là pour créer de la peur. Ils sont là pour calibrer les attentes avec réalisme. Un prix du pétrole structurellement élevé frappe beaucoup plus durement les économies importatrices que les producteurs. La Chine importe environ 85% de ses besoins en pétrole brut. Le Japon est dépendant à plus de 90% des importations. La Corée du Sud, l'Inde, l'Europe continentale. Tous massivement dépendants. Et comme le pétrole est libellé en dollars sur les marchés internationaux, chaque pays importateur doit d'abord acquérir des dollars pour payer ses approvisionnements. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture délibérée, construite en 1974 lors de l'accord qui a créé le système pétrodollar.
Ce système explique pourquoi chaque pays qui a tenté de vendre son pétrole dans une autre monnaie a rencontré des difficultés considérables dans les années qui ont suivi. L'Irak de Saddam Hussein a commencé à vendre en euros en 2000. L'invasion américaine a suivi en 2003. La Libye a proposé un dinar-or pour le pétrole africain en 2009. La chute du régime a suivi en 2011. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des faits documentés dans les archives diplomatiques déclassifiées. Le lien entre pétrole, dollar et puissance militaire est l'un des mécanismes les moins enseignés et les plus importants de l'économie mondiale. Il y a une documentation complète sur l'histoire du système pétrodollar et ses implications actuelles. Les données actualisées sur les repositionnements en cours sont dans la description. Mais il y a un autre système qui craque simultanément, et celui-là mérite une attention particulière. Le crédit privé, un secteur qui a grossi jusqu'à 2000 milliards de dollars ces 5 dernières années. Et cette semaine, 3 des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs au monde ont tous atteint leurs limites de liquidité dans la même fenêtre temporelle. Vendredi, 6 mars 2026, BlackRock a annoncé qu'il limitait les retraits de son fonds HPS Corporate Lending Fund, un fonds de 26 milliards de dollars. Les investisseurs avaient demandé à retirer 9,3% des parts, soit environ 1 milliard 200 millions de dollars. BlackRock a plafonné les remboursements à 5%. Seulement 620 millions seront remboursés ce trimestre. Blackstone a fait face à des demandes records sur son fonds de crédit phare gérant 82 milliards de dollars. Pour honorer les retraits, la firme et ses employés ont dû injecter 400 millions de capital propre. Blue Owl a suspendu les rachats réguliers trimestriels dans l'un de ses fonds de détail. 3 sociétés, même semaine, même direction. Ce n'est pas une coïncidence. Comprenons pourquoi ce signal dans le crédit privé est aussi important que le signal pétrolier. Ces fonds investissent dans des prêts à des entreprises de taille moyenne. Ces prêts ne peuvent pas être vendus rapidement sur un marché secondaire liquide. Quand beaucoup d'investisseurs demandent à sortir en même temps, le fonds se retrouve dans une position délicate. Il peut soit vendre des actifs illiquides à prix cassé, soit bloquer partiellement les sorties. BlackRock a bloqué à 5%. Blackstone a injecté du capital propre pour éviter de bloquer. Dans les deux cas, la pression est réelle et croissante. Ce n'est pas un problème de gestion isolée chez un fonds spécifique. C'est un problème de structure qui touche un secteur entier. Ces véhicules ont été commercialisés pendant des années comme des alternatives fiables dans un environnement de taux bas. Les investisseurs ont apporté des capitaux en grande quantité, attirés par des rendements plus élevés que les obligations d'État. Pas. Ce que les prospectus expliquaient en petits caractères, c'est que la liquidité était limitée par conception. Ces fonds sont illiquides par nature. Ils ne peuvent pas honorer des demandes de retrait massives sans vendre en catastrophe ou bloquer. Et quand l'environnement change, quand les marchés deviennent volatiles, quand les conflits éclatent, les investisseurs veulent sortir. C'est la mécanique des cycles de crédit. Elle se répète depuis des siècles. Elle se répète aujourd'hui. Il y a une logique de transmission entre le pétrole et le crédit que très peu d'analyses grand public sont en train d'assembler correctement. Un prix du pétrole élevé alimente l'inflation. Une inflation élevée pousse la banque centrale à maintenir des taux élevés. Des taux élevés augmentent le coût du service de la dette pour les entreprises. Pour les entreprises qui ont emprunté à taux variable dans les fonds de crédit privé, chaque maintien de taux augmente la charge. Certaines commencent à avoir du mal à rembourser. Les défauts de crédit augmentent la pression sur les fonds. Les investisseurs le perçoivent et demandent à sortir. Ce n'est pas de la spéculation. C'est la mécanique documentée des cycles de crédit. Et cette mécanique se met en mouvement dans un contexte de choc géopolitique majeur. Pas une tension isolée, une superposition. Les données sur l'or confirment également ce basculement de sentiments institutionnels. En février, les ETF sur l'or ont absorbé 5 milliards 300 millions de dollars supplémentaires, selon le Conseil mondial de l'or. 26 tonnes supplémentaires en un seul mois. Ce sont des flux institutionnels, des décisions prises par des gestionnaires qui gèrent des milliards. Ces décisions ne se prennent pas sur une émotion, elles se prennent sur une analyse. Et l'analyse qui conduit à allouer vers l'or en ce moment, c'est exactement celle que je vous décris. Un environnement où les actifs risqués sont sous pression, où le crédit montre des signes de stress, où la géopolitique crée une incertitude durable sur les approvisionnements en énergie. Dans ce contexte, les actifs qui ne sont le passif d'aucun autre acteur reprennent leur rôle historique. L'or et l'argent physique n'ont pas de contrepartie qui peut faire défaut. Ils ne dépendent pas de la solvabilité d'une banque, d'un État ou d'une entreprise. C'est précisément pourquoi ils ont été utilisés comme réserve de valeur pendant des millénaires, et c'est précisément pourquoi les cycles de stress financier et géopolitique voient historiquement un repositionnement vers ces actifs. Maintenant, je veux vous montrer le précédent historique le plus documenté pour ce type de configuration, les années 70.
Ce n'est pas une comparaison alarmiste, c'est une comparaison factuelle, basée sur des données vérifiables. En 1973, le choc pétrolier provoqué par l'embargo arabe a déclenché une inflation que les banques centrales n'ont pas su contenir pendant plusieurs années. En 1979, le deuxième choc pétrolier provoqué par la révolution iranienne a poussé l'inflation à des niveaux à 2 chiffres dans la plupart des économies occidentales. Ce que l'or et l'argent ont fait pendant cette décennie est documenté avec précision dans les archives de marché. De 1971 à 1980, l'or est passé de 35 $ l'once à 850 $. L'argent est passé d'environ 1,50 $ à 49 $ l'once. Ces performances ne se sont pas produites dans un vide. Elles se sont produites parce que les investisseurs cherchaient des actifs indépendants des systèmes fragilisés. Ni une promesse bancaire, ni un titre d'État dont la valeur réelle s'érodait sous l'inflation. Ni une obligation d'entreprise dans un cycle de crédit sous tension. Du métal physique, une valeur qui n'est le passif d'aucun autre acteur. Aujourd'hui, la structure ressemble à ce précédent sur plusieurs points mesurables. Un choc d'offres pétrolier en cours, des taux élevés pendant que l'économie ralentit, une dette publique américaine qui dépasse 36 000 milliards de dollars. Des signaux de stress dans le crédit privé, les actifs risqués sous pression. Ce n'est pas la même crise qu'en 1973. Les structures financières modernes sont différentes. Mais les mécanismes de transmission se ressemblent suffisamment pour justifier une attention particulière aux actifs qui ont historiquement résisté dans ce type de configuration. Il y a une dimension géopolitique supplémentaire à ne pas négliger. La Chine a pris position officiellement cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Pékin était prêt à aider à restaurer la stabilité dans la région. Cette formulation diplomatique n'est pas neutre. L'Iran est un nœud central dans l'infrastructure de connectivité chinoise pour l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Le pétrole du Golfe Persique se dirige principalement vers l'Asie de l'Est, vers la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Pékin se positionnait comme médiateur potentiel dans ce conflit, c'est Pékin se positionner comme architecte de l'architecture régionale qui suivra. Ce mouvement aura des conséquences sur le système dollar et sur les flux de réserves internationales à moyen terme. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais dans les trimestres à venir. Et c'est précisément ce type de glissement lent mais structurel que peu d'analyses de marché à court terme capturent correctement. Venons-en maintenant à ce que vous devez surveiller dans les jours qui viennent. Mercredi, les données d'inflation américaines seront publiées. Des données d'inflation qui arrivent dans un contexte de choc pétrolier, c'est une lecture particulièrement significative. Si les chiffres ressortent au-dessus des attentes, la pression sur la Fed pour maintenir des taux élevés augmente. Et des taux élevés dans une économie qui ralentit, c'est une combinaison qui alimente le stress dans le crédit. Nous venons de voir exactement où ce stress se manifeste en premier. Vendredi, les données de croissance américaine et les chiffres du marché du travail seront également publiés. Une semaine chargée en données macroéconomiques dans un contexte géopolitique sous pression maximale. Pour les métaux, les données d'inventaires The COMEX sortiront chaque soir de la semaine. Le rythme de sortie du métal physique des coffres sera un indicateur clé à surveiller. Si les sorties s'accélèrent pendant que les prix papier restent stables ou reculent, la divergence s'élargit. Et c'est dans cette divergence que réside le signal le plus clair du moment. Il y a une chose que les marchés ont parfois tendance à faire trop vite, absorber les mauvaises nouvelles. Le premier jour d'un choc, les prix bougent violemment. Puis les algorithmes rééquilibrent. Les positions se réajustent. Et une semaine plus tard, certains observateurs concluent que le marché a déjà intégré le choc. Ce n'est pas toujours faux. Parfois, le marché intègre l'information rapidement et correctement. Mais parfois, ce que le marché intègre, c'est la version optimiste du scénario. La version optimiste suppose une résolution rapide que les déclarations officielles ne confirment pas. Le président américain a refusé de donner une ligne du temps sur la durée des opérations. Quand les journalistes l'ont pressé de questions, il a répondu en 3 mots. Ce qu'il faudra, ce n'est pas un message de désescalade. L'Iran a déclaré qu'il était prêt à un conflit de longue durée. Ces 2 positions ne pointent pas vers une résolution rapide. Ce n'est jamais l'objet de cette chaîne de formuler des recommandations d'achat ou de vente. L'objet de cette chaîne, c'est de vous présenter les données, les mécanismes et les précédents historiques, pour que vous puissiez former votre propre jugement avec les bons éléments. Pas avec de la peur, pas avec des titres, avec des données. La semaine qui commence va être déterminante. Les marchés vont intégrer de nouvelles informations à grande vitesse. Ceux qui comprennent les mécanismes avant que les nouvelles ne s'enchaînent seront mieux positionnés pour lire ce qui se passe réellement. Restez informés, restez attentifs aux données, pas aux narratives. On se retrouve demain avec les derniers développements. Un dernier point mérite votre attention avant l'ouverture des marchés. La dimension humaine et sociale de ce type de choc. Les années 70 nous offrent un enseignement souvent oublié.
La stagflation, cette combinaison d'inflation élevée et de croissance faible, a touché les foyers ordinaires bien avant de toucher les portefeuilles des gestionnaires de fonds. Les prix à la pompe ont doublé, le chauffage est devenu un luxe pour certains foyers. Les classes moyennes ont subi une érosion de leur pouvoir d'achat que ni leur employeur ni leur gouvernement ne pouvaient compenser. Et c'est dans ce contexte social et économique que les actifs de protection de patrimoine ont pris leur importance. Pas comme instrument de spéculation, comme instrument de préservation de ce qui avait été construit. La différence entre ces deux approches, spéculation et préservation, c'est une question de temporalité et d'objectif. Ceux qui ont acheté de l'or et de l'argent en 1972 pour les revendre en 1980 ont réalisé des gains extraordinaires. Mais ceux qui les ont achetés pour protéger leur patrimoine familial sur le long terme ont accompli quelque chose de différent. Ils ont traversé une décennie de turbulences avec un capital réel intact. C'est cette deuxième approche qui correspond au public de cette chaîne. Des investisseurs conservateurs qui comprennent que la préservation du capital est la condition première de sa croissance, que perdre moins dans les mauvaises périodes est souvent plus important que gagner plus dans les bonnes, et que comprendre les mécanismes historiques n'est pas un exercice intellectuel abstrait, c'est une boussole pratique pour naviguer dans des environnements incertains. La semaine qui commence va nous donner de nombreuses nouvelles informations. Les données d'inflation mercredi, les données de croissance vendredi, les inventaires COMEX chaque soir, les déclarations des chefs d'État et des chefs militaires sur l'évolution du conflit. Chacune de ces informations va être interprétée, filtrée, amplifiée ou minimisée par des narratives construites pour servir des intérêts particuliers. Votre seule protection contre ces narratives, c'est la compréhension des mécanismes fondamentaux. C'est le seul outil qui permet de distinguer ce qui est à signal de ce qui est bruit. Restez informés. Restez attentifs aux données, pas aux narratives. On se retrouve demain avec les derniers développements.